Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il nous est interdit de poser les questions les plus simples, littéralement enfantines, concernant notre passé? On nous dit que l'histoire est une science de faits, de dates et de découvertes archéologiques. Mais il suffit de prendre en main une calculatrice et un manuel de physique de collège pour que toute cette image cohérente du monde, que l'on nous a dépeinte depuis les bancs de l'école, commence à s'effriter en poussière. Nous vivons dans un décor dont nous avons perdu le sens. Nous passons devant des bâtiments dont la fonction nous a été expliquée de manière totalement erronée. Et le fait le plus flagrant, le plus évident, qui saute aux yeux, mais que nous refusons obstinément de remarquer, concerne la façon dont nos ancêtres survivaient dans leurs somptueux palais. On nous dit qu'au XVIIIe et XIXe siècle, la Russie et l'Europe du Nord connaissaient des hivers rigoureux. On nous parle du petit âge glaciaire. Mais pourtant, l'architecture de l'époque crie littéralement le contraire. Regardez ces bâtiments. Observez ces gigantesques ouvertures de fenêtres. Des fenêtres allant jusqu'au sol, d'immenses portes, des plafonds de 5, voire 7 mètres de haut. Et tout cela, dans un climat où la température hivernale descend jusqu'à -30, voire 40 degrés Celsius. Croyez-vous vraiment que cela a été construit par des gens qui prévoyaient de chauffer de tels volumes avec du bois de chauffage? Mettons de côté le mysticisme et faisons appel à la logique. Imaginez le volume d'air dans une salle de bal d'un manoir ou d'un palais typique. Ce sont des milliers de mètres cubes. L'histoire officielle affirme que toute cette splendeur était chauffée par des cheminées et des poêles. Mais n'importe quel ingénieur thermicien vous dira que c'est physiquement impossible. Le rendement d'une cheminée n'est que d'environ 10 ou 15%. Une cheminée ne chauffe pas la pièce. Elle fonctionne comme une hotte aspirante extrêmement puissante. Elle aspire l'air chaud de la pièce et le rejette par la cheminée, forçant l'air froid de l'extérieur à s'infiltrer à l'intérieur par les fentes. Pour chauffer une salle de 6 mètres de haut, avec d'immenses fenêtres à simple vitrage, par une température extérieure de -20 degrés, il ne faut pas simplement brûler une brassée de bois. Il vous faudrait brûler littéralement des wagons de bois chaque jour. Où sont les entrepôts pour ce charbon et ce bois? Où sont les chaufferies gigantesques qui auraient dû desservir ces palais? Elles n'apparaissent pas sur les anciens plans. Elles ne sont pas dans les caves. On nous dit qu'elles ont été reconstruites, qu'elles ont été démolies. Mais la vérité est bien plus effrayante. Ces bâtiments ne prévoyaient tout simplement pas de chauffage, tel que nous le connaissons. Jetez un œil aux gravures et tableaux anciens représentant les intérieurs de cette époque. Remarquez l'étrange dissonance. Nous voyons des salles somptueuses, des statues de marbre, une architecture légère, presque estivale, d'immenses espaces inondés de lumière. Et dans ces salles se trouvent des gens. Mais comment sont-ils habillés? Ils sont emmitouflés dans des manteaux de fourrure, dans des camisoles épaisses. Ils sont assis avec des capes de fourrure directement à l'intérieur des pièces. Les historiens officiels expliquent cela par la mode. La mode? Sérieusement? Allez-vous vous asseoir en zibeline à table parce que c'est à la mode? Ou parce que de la buée sort de votre bouche? Ce n'est pas la mode. C'est de la survie. C'est la preuve directe que les gens que nous appelons les bâtisseurs de ces palais n'étaient en réalité que des occupants. Ils sont arrivés dans ces villes alors qu'elles étaient déjà debout. Ils ont occupé des boîtes vides et froides, laissées par une civilisation précédente plus développée, et ont essayé de les adapter à leur mode de vie primitif. Ils ne savaient pas comment fonctionnaient ces murs. Ils ne savaient pas à quoi servaient ces fenêtres. Ils essayaient simplement de ne pas geler. Nous sommes confrontés à une falsification globale de la destination de l'architecture. On nous dit que les immenses fenêtres étaient nécessaires pour la lumière, car il n'y avait pas d'électricité. Mais c'est un mensonge. Les immenses fenêtres sont une perte de chaleur colossale. Avec les technologies du XIXe siècle, en l'absence de double vitrage hermétique, de telles fenêtres transforment un palais en un piège glacé. Aucune quantité de bougies ne justifiera le froid qui pénètre à travers ces murs de verre. Tout architecte qui conçoit un bâtiment pour un climat froid
connaît la règle. Minimiser la surface vitrée, créer des sas, couper le froid. Et que voyons-nous dans la soi-disant architecture classique? Des portes d'entrée de 3 hauteurs d'hommes, menant directement à la rue ou à un vestibule froid. Pas de sas, pas de rideau d'air chaud. C'est une architecture pour les régions subtropicales. C'est une architecture pour un monde où il n'y avait pas d'hiver. Ou bien c'est une architecture qui utilisait une source d'énergie fondamentalement différente, que l'on nous a ordonné d'oublier. Regardez l'épaisseur des murs. Oui, ils font 1 mètre d'épaisseur. La brique a une certaine capacité thermique. Mais sans une source de chaleur constante à l'intérieur, ces murs gèlent de part en quelques semaines de fortes gelées. Et ensuite, ils commencent à fonctionner comme un réfrigérateur. Pour réchauffer une masse de briques refroidie d'un tel volume, il faudrait faire fonctionner les poêles en continu pendant 1 mois. Et maintenant, imaginez la logistique. Des milliers de charrettes de bois de chauffage auraient dû entrer quotidiennement dans les centres-villes pour chauffer ces palais. Où sont les traces de cette logistique? Où sont ces convois interminables sur les gravures? Les villes auraient été ensevelies sous des montagnes de cendres et de suie. Mais sur les vieilles photographies et les tableaux, nous voyons des rues propres, de la neige blanche et l'absence de fumée des cheminées. Oui, sur de nombreux bâtiments, les cheminées sont totalement absentes, ou ressemblent à des superstructures décoratives ajoutées ultérieurement. Ce n'est pas simplement une bizarrerie, c'est une contradiction technique qu'il est impossible de résoudre dans le cadre de la version officielle de l'histoire. On nous fait croire que nos ancêtres étaient des idiots qui construisaient des maisons en Sibérie et dans le nord de l'Europe selon des projets italiens, ignorant le climat. Mais nos ancêtres n'étaient pas des sots. Ils étaient des maîtres. Cela signifie donc que ces bâtiments ont été construits soit dans un autre climat, soit en prévoyant des technologies que nous avons perdues ou qui nous ont été volées. Nous voyons les traces d'un culte du cargo. Imaginez un sauvage qui a trouvé un smartphone. Il peut l'utiliser comme un miroir, il peut casser des noix avec, mais il ne comprend pas comment il fonctionne. La même chose s'est produite avec les soi-disant nobles du XVIIIe siècle. Ils sont entrés dans des palais prêts à l'emploi, y ont installé leurs meubles, ont accroché des tapis aux murs pour se réchauffer tant bien que mal, et ont commencé à installer leurs misérables poêles bourgeoises, perçant des conduits de cheminée directement à travers les moulures et les planchers. Avez-vous vu à quel point les conduits de cheminée sont grossièrement encastrés dans certains musées manoirs? Comment les tuyaux défigurent les façades, passant à travers les fenêtres ou les éléments décoratifs? Ce n'est pas une solution de conception. C'est une réparation d'urgence. C'est une tentative de survie dans des conditions auxquelles le bâtiment n'était pas adapté. Les occupants sont arrivés sur des ruines. Ils n'ont pas construit ce monde. Ils l'ont hérité après une sorte de catastrophe et ils ont désespérément essayé de cacher ce fait en réécrivant les chroniques et en inventant des contes sur de grands architectes qui auraient soi-disant conçu ces cryptes glaciales pour les bals et les mascarades. Mais on ne trompe pas la physique. La conductivité thermique des matériaux, le volume d'air et le pouvoir calorifique du bois de chauffage, ce sont les témoins qui ne peuvent mentir. Et leurs témoignages détruisent complètement l'image officielle du passé. Mettons de côté les émotions et tournons-nous vers le langage sec des chiffres et de la thermophysique qui détruit les contes de bal aux chandelles plus efficacement que n'importe quelle arme. L'histoire officielle tente de nous convaincre que le chauffage des gigantesques complexes palatiaux était réalisé avec du bois de chauffage. On nous dit, eh bien, ils avaient beaucoup de serviteurs, beaucoup de bois de chauffage, ils chauffaient simplement les poêles jour et nuit. Bien, faisons le calcul. Prenons un hall de réception standard de n'importe quel bâtiment administratif ou palais de cette époque. Superficie, disons 200 mètres carrés. Hauteur sous plafond, modeste 5 mètres. C'est 1000 mètres cubes d'air. Et maintenant, souvenons-nous de la conductivité thermique.
Un simple vitrage pour les fenêtres gigantesques, l'absence d'isolant dans les murs, d'énormes interstices dans les encadrements de portes. Pour maintenir une température d'au moins 18 degrés dans un tel volume, avec une température extérieure de moins 25, il faut une puissance thermique constante d'environ 100 kW. Si nous traduisons cela en bois de chauffage, compte tenu du rendement terriblement faible des poêles et cheminées de l'époque, les chiffres deviennent fantastiques. 1 kg de bois sec en brûlant dégage une certaine quantité de chaleur, mais un poêle en brique n'en absorbe qu'une petite partie, et une cheminée rejette carrément 90% de la chaleur dans le conduit. Pour chauffer une seule de ces salles, il faudrait brûler environ 50 kg de bois par heure. Par heure. Cela représente une demi-tonne de bois par jour pour une seule pièce. Et dans un palais, il y a des dizaines, voire des centaines de ces pièces. Multipliez 500 kg par 50 pièces. Nous obtenons 25 tonnes de bois par jour. C'est un wagon de chemin de fer entièrement chargé, ou une file de 50 charrettes paysannes. Imaginez-vous cette logistique. Chaque jour, une caravane interminable de bois devait arriver devant l'entrée principale des résidences impériales ou des domaines nobles. La cour aurait dû être transformée en scierie. Mais où est-ce sur les tableaux? Où sont les montagnes de sciure, de copeaux? Où sont les hommes affairés avec leurs haches? Ils n'existent pas. Autour des palais, c'est une propreté immaculée, des pelouses, des dames qui se promènent. On nous ment effrontément en nous montrant une image physiquement impossible. Continuons. Le problème de l'élimination. Brûler 25 tonnes de bois par jour laisse derrière soi des tonnes de cendres et de charbon. Où tout cela allait-il? Chaque jour, des dizaines de paniers de cendres sales et poussiéreuses auraient dû être sortis du palais. Imaginez ce processus à l'intérieur de bâtiments décorés de marbre blanc, de soie et de dorure. La suie est une poussière fine et dispersée. Elle pénètre partout. Après un mois d'un chauffage aussi intense, toutes les moulures, tous les tableaux, toutes les tapisseries auraient été recouverts d'une épaisse couche de suie noire. Mais les restaurateurs, en enlevant les couches de peinture, trouvent en dessous des couleurs pures et vives. Ces intérieurs n'ont pas connu la suie des poêles à bois pendant des siècles, jusqu'à l'arrivée de ces mêmes occupants. Ce sont eux qui ont commencé à percer les murs et à installer leurs poêles bourgeoises laides. Et c'est avec leur arrivée que commença l'ère de la saleté et de la suie, qui fut ensuite honteusement repeinte. Un autre argument frappant est l'oxygène. La physique de la combustion nécessite une énorme quantité d'air. Les cheminées et les poêles d'une telle puissance fonctionnent comme des pompes géantes. Pour brûler une tonne de bois, il faut faire circuler des milliers de mètres cubes d'air à travers le foyer. D'où vient cet air? De la pièce. Et dans la pièce, il arrive de l'extérieur. Cela crée un effet de soufflerie. Plus vous chauffez la cheminée, plus un courant d'air glacial s'engouffre au sol, des fenêtres et des portes vers le feu. Il en résulte une situation absurde. Votre visage brûle à cause des flammes, tandis que votre dos se couvre de givre à cause du courant d'air. Vivre dans une telle pièce en hiver est impossible. Ce n'est pas du confort, c'est de la torture. Les architectes du passé, s'ils avaient vraiment construit cela pour l'hiver, auraient conçu un système complexe de ventilation par insufflation avec chauffage. Mais elle n'existe pas. Les conduits de ventilation dans les bâtiments anciens sont conçus comme s'ils étaient destinés à la circulation naturelle de l'air dans un climat chaud, et non à lutter contre les gelées sibériennes. Observez le contraste avec l'architecture de survie réelle. Regardez l'isba paysanne. C'est là que l'on voit la logique d'un climat froid. Une petite cabane en rondin, de minuscules fenêtres recouvertes d'une vessie de bœuf ou de mica, une porte basse, un seuil élevé pour ne pas laisser échapper la chaleur, et la moitié de la maison est occupée par un gigantesque poêle russe sur lequel on dort. C'est rationnel. C'est conçu pour survivre à moins 30 degrés.
Et à côté se trouve un palais avec des fenêtres du sol au plafond, des dômes de verre, avec des enfilades de pièces où le vent circule. Qui de bon sens construirait une orangerie en verre pour loger des gens dans une zone d'agriculture à risque? C'est comme vivre sous une tente sur l'Everest. Ce contraste flagrant entre l'architecture populaire et la soi-disant architecture élitiste ne prouve qu'une chose. Ces deux types de constructions appartiennent à des époques et à des civilisations différentes. Les isbas étaient construites par ceux qui survivaient ici et maintenant. Les palais étaient construits par ceux pour qui le climat était complètement différent, ou par ceux qui possédaient une technologie de chauffage sans combustible, ne nécessitant pas la combustion de forêt. Notez la façon dont les poêles sont placés dans les bâtiments anciens. Ils se trouvent souvent dans les coins, recouvrant de belles moulures, brisant la symétrie des salles. Les conduits de cheminée sont percés de manière barbare, directement à travers les voûtes, parfois même sortant par les fenêtres. C'est un signe évident de rénovation à l'européenne du XIXe siècle. Le projet initial du bâtiment ne prévoyait pas du tout ces poêles. Le bâtiment était un organisme entier et harmonieux. Puis sont arrivés de nouveaux propriétaires qui avaient froid. Ils ont commencé à installer des poêles n'importe où, juste pour se réchauffer. Ils ne comprenaient pas comment fonctionnait le système de climatisation original, qui était peut-être intégré dans les murs eux-mêmes, dans les liaisons métalliques, dans les structures en dôme. Nous voyons les traces d'une adaptation panique d'un logement de haute technologie à des technologies primitives de chauffage au bois. C'est comme si l'on avait inséré une machine à vapeur dans la carrosserie d'une voiture électrique moderne en perçant le capot pour la cheminée. De l'extérieur, cela a toujours l'air beau, mais à l'intérieur, c'est la ruine et la suie. Et c'est ici que nous abordons la question la plus intéressante. Si ce n'est pas le bois, alors quoi? Si les cheminées n'étaient pas destinées à brûler du bois au départ, à quoi servaient-elles? Remarquez l'absence de cendriers dans les vieilles cheminées. Remarquez les parois arrière métalliques, ornées d'ornements complexes. Ce ne sont pas de simples décorations. Ce sont des éléments d'un dispositif technique. La science officielle reste silencieuse à ce sujet, ou marmonne quelque chose d'inintelligible sur les fonctions décoratives. Mais nous savons qu'en architecture, le fonctionnalisme est toujours primordial. Personne ne dépenserait des tonnes de fonte et de cuivre pour un décor là où il n'est pas visible. Si la physique des déperditions thermiques nous pousse à douter de la version officielle, la démographie et les mathématiques de la construction lui portent le coup de grâce. On nous dit que ces villes grandioses ont été érigées au XVIIIe et XIXe siècle par des paysans et des ouvriers salariés. Mais ouvrons les annuaires statistiques de l'époque. La densité de population était ridicule par rapport à aujourd'hui. D'où sont venues ces armées infinies de bâtisseurs, de tailleurs de pierre, de plâtriers et, non moins important, de bûcherons pour le chauffage? Pour construire et entretenir une seule ville comme Saint-Pétersbourg ou Moscou dans leur grandeur pré-révolutionnaire, il fallait une ressource humaine qui n'existait tout simplement pas dans la nature. On nous raconte des histoires sur des milliers de morts dans les marais, mais l'archéologie reste silencieuse. Où sont les fosses communes de ces bâtisseurs anonymes? Elles n'existent pas. Cela ne signifie qu'une chose: les villes n'ont pas été construites dans les délais qu'on nous donne. Elles ont été déterrées. Regardez attentivement les toutes premières photographies du milieu du XIXe siècle. Ce sont des documents uniques de l'époque que les censeurs ont simplement oublié de détruire ou de retoucher. Que voyons-nous sur les panoramas de Paris, Rome, Saint-Pétersbourg, Moscou des années 1850 et 1860? Nous voyons des villes vides. Ce sont des villes fantômes. D'immenses avenues, de majestueuses places, de gigantesques cathédrales, et pas une âme. Une rare charrette, un passant solitaire, comme s'il s'était égaré par hasard dans le décor d'un film fantastique. La science officielle a inventé une excuse ridicule. Soi-disant, la pose des appareils photo était trop longue, et les personnes en mouvement n'ont tout simplement pas été capturées. Mais c'est un mensonge. Sur ces mêmes clichés,
Nous voyons des ombres nettes d'arbres. Nous voyons des ondulations sur l'eau. Nous voyons des chevaux immobiles. S'il y avait eu des foules, elles auraient laissé au moins des taches floues, des silhouettes fantômes. Mais les rues sont d'une propreté immaculée. Ce sont des villes où personne ne vit. Ce sont des villes qui attendent leurs colons. Nous constatons une nette disproportion entre l'échelle de l'architecture et le nombre d'habitants. Ces villes étaient conçues pour des millions de personnes, pour des flux gigantesques, pour une autre logistique. Les quelques milliers de personnes que nous voyons sur les photographies de la fin du XIXe siècle ressemblent à des fourmis rampant sur les ruines d'une civilisation de géants. Ils n'ont pas construit ces bâtiments. Ils n'auraient même pas pu les entretenir correctement. C'est pourquoi nous voyons sur les vieilles photos du plâtre écaillé, des routes défoncées et de la boue juste au pied des palais royaux. Ce n'est pas un déclin. C'est l'incapacité des nouveaux propriétaires à entretenir l'héritage technologique qu'ils ont reçu. Ils ont simplement occupé les pièces vacantes, barricadé les fenêtres avec des planches ou des briques pour éviter les courants d'air et ont commencé à s'installer. Et maintenant, revenons à la technologie de la chaleur. Si le bois était impossible et que le gaz et le pétrole n'étaient pas officiellement utilisés, comment ces bâtiments fonctionnaient-ils? La réponse se trouve à l'intérieur des murs eux-mêmes. Lorsque les restaurateurs ouvrent la maçonnerie des anciens palais, ils tombent souvent sur un système complexe de liaisons métalliques. C'est un squelette de fer ou de cuivre de qualité qui traverse tout le bâtiment. Des agrafes, des tirants, des ceintures métalliques entières, cachées à l'intérieur de la brique. Officiellement, on nous dit « c'est pour la solidité ». Mais tout constructeur moderne vous dira que le métal à l'intérieur d'un mur de briques dans un climat froid est un suicide pour le bâtiment. Le métal est un pont thermique. Il gèle. De la condensation se forme dessus. L'eau fait éclater la maçonnerie de l'intérieur en gelant. Insérer autant de fer dans les murs, dans les conditions du petit âge glaciaire, est une folie d'ingénieur. À moins que ce métal n'ait eu une autre fonction. Imaginez que ces liaisons métalliques ne soient pas des armatures. C'est un conducteur. Et si les murs des palais fonctionnaient comme des chauffages à induction géants ou des condensateurs? Nous savons que la brique et certains types de pierres peuvent accumuler une charge statique. Nous connaissons les propriétés piézoélectriques du granit et du quartz. Et si toute la structure du bâtiment, le dôme, la flèche, la toiture métallique, la charpente intérieure, représentait un circuit unique pour la collecte et la distribution de l'électricité atmosphérique? Cette même énergie de l'éther, dont Mendeleïev a parlé dans son premier tableau et qui a ensuite été soigneusement effacée de la science. Dans un tel système, les murs se seraient chauffés de l'intérieur, diffusant une chaleur infrarouge douce et uniforme. Il n'avait pas besoin de radiateur. Le bâtiment lui-même était un grand radiateur. Cela explique l'absence de suie, l'absence d'entrepôts de charbon, les fenêtres gigantesques. Les pertes de chaleur ne sont pas à craindre si l'énergie est gratuite et illimitée. Et les vêtements légers des gens sur les tableaux. Ils vivaient dans un champ chaud, généré par la maison elle-même. Mais ensuite, il y a eu une panne, une catastrophe, une guerre, un changement de pôle. Appelez ça comme vous voulez. La source d'énergie s'est tarie ou a été coupée. Les centrales de production, que nous appelons maintenant cathédrales et temples, ont cessé de fonctionner. Les bâtiments se sont refroidis. Et dans ce monde froid et mort, sont arrivés des survivants ou de nouveaux colons. Ils ne comprenaient pas pourquoi il y avait du fer dans les murs. Ils ne voyaient que des pierres froides. Et ils ont commencé à construire des poêles. C'est ce moment de transition d'une civilisation de haute technologie à une civilisation de feu et de fumée que nous prenons pour l'histoire de l'architecture. Et un autre fait qu'il est impossible d'ignorer, le soi-disant niveau culturel. Approchez-vous de n'importe quel palais ou bâtiment ancien du centre-ville.
regardez vers le bas. Vous verrez des fenêtres qui s'enfoncent dans le sol. On nous dit, eh bien, la couche culturelle s'est accumulée, les gens jetaient des ordures, on posait de l'asphalte les uns sur les autres. Vous êtes sérieux? Vous croyez que le niveau du sol a monté de 3 ou 4 mètres, ce qui représente un étage complet, parce que les éboueurs ne balayaient pas bien les rues? C'est absurde. Pour que le niveau du sol monte d'1 mètre, il faudrait des siècles, sans enlever le fumier et les ordures. Mais il s'agit des palais des empereurs. Là, on lavait les trottoirs au savon. Il n'y a pas de couche culturelle. Il y a les conséquences d'une inondation catastrophique, d'une coulée de boue, de cette même pluie d'argile ou inondation de boue qui a enseveli les rez-de-chaussée des bâtiments du monde entier. En déterrant ces bâtiments aujourd'hui, nous y trouvons des portes complètes, des fenêtres avec leurs cadres et leurs vitres, menant à de l'argile compacte. Qui construit une fenêtre dans un sous-sol qui aboutit à la terre? Personne. C'étaient les rez-de-chaussée. Et ce que nous considérons comme des sous-sols maintenant, c'étaient des niveaux techniques. Et peut-être que c'est là, en profondeur, ensevelis sous l'argile, que se trouvaient ces installations qui alimentaient le système de chauffage atmosphérique. Nous marchons sur les toits d'une civilisation enterrée, essayant de nous réchauffer auprès d'un feu de camp dans le grenier d'un gratte-ciel, et nous appelons cela le progrès. Nous avons l'habitude de penser que le monde est divisé par des frontières, des cultures et des époques. On nous dit que la Russie, c'est l'architecture en bois, l'Amérique, ce sont les tipis et les cow-boys, et l'Australie, ce sont les bagnards et les kangourous. Mais il suffit d'ouvrir de vieux albums de photos de villes du 19e siècle pour que cette illusion de diversité s'effrite. Vous verrez la même image. Melbourne, San Francisco, Omsk, Kiev, Le Cap, Buenos Aires. Partout la même architecture antique. Les mêmes colonnes, les mêmes portiques, les mêmes fenêtres gigantesques, les mêmes coupoles. C'est un standard architectural unique qui couvrait toute la planète. L'histoire officielle tente d'expliquer cela par une mode du classicisme. Mais réfléchissez une seconde. Pour construire de tels bâtiments dans la steppe sauvage ou au bout du monde, où les premiers navires de forçat n'ont accosté qu'hier, il faut une base industrielle puissante. Il faut des briqueteries, des carrières, de la métallurgie, des bureaux d'études, des routes. On nous dit que cela a été construit par des gens avec des pioches et des pelles, qui venaient à peine de débarquer. Jetez un coup d'œil aux photographies de San Francisco avant le tremblement de terre, ou au panorama du début de Melbourne. Ce sont des villes géantes, entièrement construites en pierre. Et cela aurait été fait par des gens qui venaient chercher de l'or et garder des moutons? C'est un mensonge qui insulte le bon sens. Ces villes existaient bien avant l'arrivée des soi-disant colonisateurs. Mais le plus effrayant n'est même pas cela. Le plus effrayant, c'est l'inadéquation climatique. Cette architecture que nous appelons antique est parfaitement adaptée à un climat chaud et doux, pour un été éternel. D'immenses fenêtres, des terrasses ouvertes, des toits plats, l'absence de sas thermique. C'est l'architecture d'un monde où il n'y avait pas d'hiver. Et ce monde existait très récemment. Une catastrophe mondiale, que l'on cache sous des termes comme petit âge glaciaire ou inondation locale, a tout changé. Un déplacement d'épaule, la chute d'un corps céleste ou l'utilisation d'une arme surpuissante. Nous ne connaissons pas la cause exacte, mais nous en voyons les conséquences. Le climat a radicalement changé. Là où hier fleurissaient les jardins, aujourd'hui des gelées de 40 degrés ont frappé. La zone de permafrost a recouvert d'immenses territoires, gelant instantanément des mammouths avec de l'herbe verte dans l'estomac. Et de la même manière, elle a gelé ces villes majestueuses. Les palais se sont transformés en cryptes de glace. Les belles fontaines ont été brisées par la glace. Les gens qui ont survécu à cet enfer se sont retrouvés piégés. Ils avaient des murs, mais pas de chaleur. Ils avaient des technologies, mais la source d'énergie était coupée. C'est alors que commence l'ère des colons. Ceux qui ont survécu, ou ceux qui sont arrivés sur les territoires libérés, ont commencé une lutte pour la survie. Ils ont bouché les gigantesques ouvertures de fenêtres avec des briques,
ne laissant que de petites aérations. Pensez aux vieux bâtiments au centre de n'importe quelle ville russe. Vous verrez les traces de cette reconstruction barbare. Les arches sont murées, les fenêtres réduites au tiers. Ils ont brisé les moulures pour faire passer des tuyaux. Ils ont construit des baraques en bois à l'intérieur de salles en pierre pour réchauffer un minimum d'air. Nous vivons dans les vestiges d'une civilisation qui ignorait ce qu'était l'hiver. Et c'est pourquoi nous nous sentons si mal à l'aise dans nos villes. Nous ressentons cette dissonance à un niveau subconscient. Et maintenant, revenons à l'argile. L'argile est le principal témoin du crime. Partout dans le monde, les rez-de-chaussée des bâtiments sont ensevelis sous plusieurs mètres d'argile. On nous ment à propos de la couche culturelle. Mais l'argile n'est pas des ordures. L'argile est le résultat d'un puissant coup de bélier hydraulique, d'une coulée de boue qui a déferlé sur les continents, balayant tout sur son passage et recouvrant les villes de boue. Le déluge d'argile n'est pas une théorie, c'est un fait que l'on peut toucher du doigt. Descendez dans n'importe quelle vieille cave. Vous verrez des fenêtres, des portes, des arches complètes qui ne mènent nulle part, dans un mur de terre. Pourquoi construire une entrée principale sous terre? Personne ne l'a construite là. C'était le rez-de-chaussée. Les villes ont été recouvertes par une vague de boue. Et les occupants n'ont tout simplement pas voulu ni pu déterrer cela. Ils ont nivelé les routes au-dessus du deuxième étage, en faisant le premier. Ceci explique pourquoi, dans de nombreuses villes, on trouve sous terre des étages entiers, avec des magasins, des pavés et des tunnels. Ce ne sont pas des bunkers secrets, c'est l'ancien niveau de vie. Nous marchons littéralement sur la tête de nos ancêtres. Une catastrophe a détruit des milliards de vies. Ces villes vides sur les photos du milieu du 19e siècle sont des villes après un nettoyage. L'humanité a été ramenée en arrière de milliers d'années en termes de développement. Nous avons perdu les technologies d'énergie sans combustible. Nous avons perdu la navigation éthérique. Nous avons perdu la médecine et la longévité. Et qu'ont fait les nouveaux maîtres du monde? Ils n'ont pas raconté la vérité. Parce que la vérité aurait provoqué la colère et l'amertume. Ils ont inventé l'histoire du progrès. Ils nous ont dit que nous descendions des singes et que nous devenions progressivement plus intelligents, inventant la roue, puis la locomotive à vapeur, puis l'iPhone. C'est le plus grand mensonge de l'histoire. Nous ne nous développons pas, nous régressons. Nous utilisons les misérables vestiges d'une grandeur passée, sans même comprendre les principes de leur fonctionnement. Nous brûlons du pétrole et du charbon, le sang et la chair de la terre, pour chauffer des maisons qui étaient autrefois chauffées par l'éther. Nous traitons les symptômes des maladies, alors qu'avant nous savions régénérer les organes. On nous a transformés en bétail qui vit dans un enclos construit par les dieux, et qui pense avoir construit cet enclos lui-même. Les élites qui ont réécrit l'histoire connaissent la vérité. Ils savent que ces bâtiments sont des dispositifs techniques. Ils savent que sous les couches d'argile se trouvent des mécanismes capables de changer le monde. Mais ils n'ont pas besoin de personnes libres et créatrices. Ils ont besoin de consommateurs qui paient pour le chauffage, pour la lumière, pour la nourriture. Il est avantageux pour eux de nous maintenir dans le froid et l'ignorance. Regardez les gravures de Piranèse. Beaucoup les considèrent comme une fantaisie. Mais et si c'était une documentation des ruines juste après la catastrophe? Des voûtes gigantesques et détruites, de minuscules personnes s'affairant dans la boue, une végétation perçant à travers les pierres. C'est la chronique d'un apocalypse qui a effacé de la surface de la Terre une civilisation antique unique. Et nous sommes les descendants de ceux qui ont survécu dans ces ruines, ou de ceux qui les ont conquises. Nous regardons ces palais avec nostalgie, parce que notre mémoire génétique crie « c'est ta maison, mais tu en as été chassé ». Nous sentons que nous avons été trompés, et ce froid qui transperce jusqu'aux os dans les salles anciennes au haut plafond, ce n'est pas seulement la température de l'air, c'est le froid de l'oubli.
Ce sentiment de maison étrangère ne nous quitte pas précisément parce que l'environnement lui-même est entré en conflit avec notre biologie. Les gravures de Piranèse et les ruinistes du XVIIIe siècle ne nous ont pas laissé seulement de l'art, mais les plans d'une scène de crime. Ils ont capturé le moment où l'ancien monde était déjà mort, et le nouveau n'avait pas encore appris à nettoyer les déchets des géants. Regardez ces arches envahies par la végétation, ces voûtes colossales sous lesquelles les gens sèchent leur linge et préparent de la soupe. Ce n'est pas le romantisme du déclin, c'est un témoignage documentaire que nous sommes une civilisation vautour. Nous vivons sur le cadavre d'une grande époque, utilisant ces os comme matériaux de construction, mais ne comprenant absolument pas comment l'organisme vivant fonctionnait. Et ce froid, qui transperce les palais, c'est la douleur fantôme d'une technologie amputée. Nous n'avons pas froid parce que c'est l'hiver dehors. Nous avons froid parce que nous avons perdu l'électricité atmosphérique qui chauffait ces murs aussi naturellement que le soleil chauffe la Terre.